impressionné par le nombre de personnes qui sont présentes dans cette salle pour cette table ronde autour d'un sujet qui est d'actualité et qui nous tient à cœur, la CSRD, et particulièrement comment la CSRD peut permettre aux organisations de se transformer. J'ai le plaisir aujourd'hui d'animer cette table ronde en compagnie de Nathalie Lutz, qui est directrice associée du cabinet Exponence, et Stéphane Rivoire, qui est directeur de l'activité conseil et RSE chez Hendrix. Nathalie, Stéphane, pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, Nathalie Lutz, donc associée Exponence. Ça fait 34 ans que je travaille chez Exponence, ça fait 28 ans que j'en suis associée. Et depuis maintenant un certain nombre d'années, on a mis en place un comité de pilotage de la RSE. Et puis, naturellement, on est allé vers une offre RSE et qui est co-animée par 2 membres du directoire. Voilà, on a des offres diversifiées et c'est à ce titre que j'interviens aujourd'hui, plutôt pour la partie CSRD. Et on essaiera de vous faire rire, comme peut-être vous avez ri avec la personne en dessous, mais je ne suis pas sûre qu'on y arrive. Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, moi, Stéphane Rivoire, effectivement, un parcours plutôt singulier, on va dire, 20 ans comme responsable de collection au musée d'art et d'industrie de Saint-Étienne. Là, j'étais plutôt sur l'histoire des entreprises, puis responsable des relations extérieures au MEDEF à Lyon, puis directeur général d'une société à mission qui s'appelle Mixer, qui faisait de la mutualisation d'actions RSE. Et depuis 8 mois, j'ai pris la direction de l'activité conseil RSE chez Hendrix pour développer l'activité. Je présente Hendrix en quelques mots. Tu ne l'as pas fait, toi ? Non, c'est vrai que je ne l'ai pas fait. C'est un groupe de conseils financiers et d'expertise comptable et d'audit, mais pas que. Hendrix a été fondé il y a 46 ans à Lyon et regroupe aujourd'hui un peu plus de 630 experts du chiffre, du conseil, de l'audit et du financement, du recrutement sur 28 sites en France. Voilà. Aussi qu'on est. Merci. Ouais. Et donc, je suis Baptiste Dive, directeur général d'Impact. J'ai été le directeur financier du groupe Constellation précédemment. Donc, ça fait beaucoup de personnes de la finance pour parler de RSE, pour parler de CSRD. Et justement, c'est lié à ce thème, comment la CSRD, comment la RSE devient une nouvelle boussole pour le pilotage des entreprises. Le pilotage passe d'abord par des opportunités. On en parlait, on l'évoquait. Finalement, la CSRD, c'est vu comme une norme, une contrainte, une réglementation, quelque chose qui potentiellement peut être compliqué à comprendre. L'objectif aujourd'hui est de vous donner les clés, d'évoquer sur les possibilités de mise en œuvre autour de ces sujets-là, et tout d'abord d'évoquer comment et pourquoi est-ce que la CSRD est une opportunité pour les entreprises. Effectivement, ça reste comme une contrainte à la base. Mais déjà, on peut aussi parler de perte d'opportunité de marché si on n'y va pas. Moi, par exemple, j'ai un client qui fait de la fabrication de mobilier professionnel métallique, et il est extrêmement dépendant de la commande publique. Vous savez que dans l'ordonnance de la CSRD, il y a un article sur la commande publique. Donc s'il ne va pas vers la CSRD, il perdra une partie de son marché. Vous avez comme ça plein d'exemples de métiers qui vont voir leur modèle économique changer. Mais les opportunités de marché, oui, évidemment, ça existe également. Je peux prendre des exemples, moi, de clients qu'on accompagne. On a des clients dans le transport routier. Ça a été l'occasion de réfléchir au devenir de l'activité et de pouvoir, par croissance externe, en l'occurrence, racheter une flotte de camions qui roulent au biocarburant. Donc, c'est l'occasion également de changer un peu son modèle. J'ai également, je pense aussi à un client qui est plutôt dans le foncier logistique et qui a conçu un concept qu'il a d'ailleurs déposé, qu'il a breveté, d'entrepôt avec du photovoltaïque au-dessus et puis un système de batterie qui recharge avec donc un entrepôt qui est autonome en consommation énergétique. Donc oui, les opportunités de marché, ça existe forcément. Et par opportunité, on peut aussi
On peut aussi évoquer le fait que plus tôt on va se poser les bonnes questions et puis plus tôt on va identifier ces risques et ces opportunités et finalement on va se mettre dans un mouvement effectivement qui va permettre de trouver des solutions. Alors ça fait le lien avec la plénière de ce matin quand même. On peut considérer quand même qu'il y aura avantage compétitif si on démontre qu'on investit dans des solutions qui vont permettre de minimiser ces risques. Alors ça, je parle pour les actionnaires ou effectivement pour le conseil d'administration des entreprises. Et puis ensuite, de réduire ses émissions de gaz à effet de serre et de réduire aussi les inégalités sociales qui existeraient dans la société. Je vais prendre un exemple aussi d'un client, d'une entreprise qu'on accompagne. Une ETI familiale qui a plus de 250 ans d'existence, donc avec un objectif premier qui est quand même la transmission et d'assurer la pérennité de son activité. Une entreprise qui a 600 salariés, 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ils ont fait le parcours de la CEC. Donc ils ont une feuille de route environnementale qui est là pour les guider. Après, effectivement, la seconde opportunité pour aujourd'hui, c'est la CSRD, qui leur offre le cadre et qui va venir finalement répondre aux exigences, à certaines exigences que la feuille de route environnementale, la CEC, n'apportait pas. En tout cas, c'est très complémentaire. Ça permet de se mettre en action. Et donc eux, un industriel qui fait des produits, du matériel médical, pardon. Et donc, l'analyse double matérialité va lui permettre d'identifier des risques de dépendance sur l'utilisation de matières premières. Et donc, la CSRD lui permet finalement d'orienter ses investissements et de les consacrer sur la R&D pour mettre au point de nouveaux matériaux qui vont lui permettre de renoncer à l'utilisation de ces ressources naturelles à moyen terme, on va dire, le temps de développer. Et donc là, on imagine bien, alors tout autour, il y aura de l'éco-conception des produits, donc la réduction des coûts également. Donc effectivement, les opportunités, là, elles sont quand même très claires, très concrètes. On ne reste pas dans un concept, mais vraiment dans la réalité, finalement, de la transformation d'une entreprise par l'opportunité que représente aujourd'hui la CSRD, quoi. Ok. Ouais. Ok. C'est vrai qu'on ne sait pas trop qui est là, donc effectivement, alors, l'acronyme anglais, on va le supprimer et on va parler de rapport de durabilité. Et on va entendre durabilité à deux sens. Un premier par rapport aux objectifs de développement durable. C'est en fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour permettre aux générations futures de vivre correctement. Et puis la seconde définition de durabilité, ça va être au sens de pérennité. C'est aujourd'hui comment on assure la pérennité de son entreprise, comment on maintient son entreprise tout en considérant les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ça répond à la question. Et la CEC, c'est la Convention des entreprises pour le climat. Voilà. En fait, la CSRD, c'est la formalisation d'une démarche RSE, puis après, c'est la mise en musique d'un plan d'action. Enfin, si on peut résumer, mais néanmoins, c'est une contrainte réglementaire. C'est lié à une réglementation européenne qui a été introduite dans le droit français en décembre. Alors aujourd'hui, elle s'applique à un nombre d'entreprises qui est beaucoup plus important qu'auparavant, puisque ça s'applique à des entreprises qui dépassent certains seuils, notamment 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, 30 millions de bilan et puis 250 d'effectifs. Donc ça veut dire que déjà la petite PME ou on va dire la belle PME va être concernée à partir de 2025 avec des publications 26. Du coup, la CSRD, c'était bien de le rappeler, c'est avant tout une réglementation, mais du coup, c'est une réglementation qui a vocation à mettre un cadre, à harmoniser toutes les pratiques de la RSE pour permettre aux entreprises de l'intégrer dans leur stratégie, de ce que je comprends, et de pouvoir du coup projeter finalement dans un cadre harmonisé qui pourra permettre d'être comparé des éléments
qui permettent du coup d'inclure la RSE au sein de la stratégie des entreprises. C'est comme ça que je le comprends. Si on vulgarise vraiment à l'extrême, c'est quel est l'impact de mon entreprise sur l'environnement et comment je m'adapte, avec une part importante, enfin un rôle important de la gouvernance qui va prendre les décisions stratégiques justement pour s'adapter aux enjeux qu'elle rencontre voilà, dans l'amélioration continue de la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, de la prise en compte de l'humain dans l'entreprise et de toute sa chaîne de valeur. En fait, la nouveauté par rapport à la DPEF, par exemple, ou autre, c'est que là, on fait une analyse en double matérialité, c'est-à-dire qu'on analyse les risques, les opportunités et les impacts de son entreprise. On interroge toute sa chaîne de valeur. Je fais simple, parce que on ne va pas faire un cours très détaillé, mais en tout cas pour repréciser. Et en fait, aussi, la nouveauté, c'est qu'on va analyser sa chaîne de valeur, ce qui est complètement nouveau dans l'exercice. Voilà, on n'allait pas aussi profondément dans les questionnements et dans le fonctionnement d'une entreprise. Et, voilà, enfin. Du coup, la réglementation pousse finalement les entreprises à prendre en compte, de ce que je comprends, la compréhension de comment être résilient dans un monde qui devient de plus en plus complexe, avec de plus en plus de turbulences sur les ressources, sur l'énergie, sur un certain nombre de choses. Ça met au cœur finalement des stratégies des entreprises cette notion de RSE, donc le climat, l'environnement, le social, mais aussi du coup la gouvernance. Comment est-ce que du coup les entreprises que vous accompagnez se posent la question d'intégrer ça à leur stratégie et quels défis finalement est-ce qu'elles doivent surmonter? On parle des défis. Okay. Oui, alors il y a des défis, il y en a pas mal. Allez. Une typologie des entreprises qu'on partage avec Nathalie, nous plus sur le territoire lyonnais, mais enfin en tout cas, on s'adresse plutôt à des ETI qui ont entre 250 et 2500 salariés, principalement dans l'industrie, à peu près 60%, 15% dans le tertiaire, et puis bon, après ça se partage sur tous les différents secteurs. Souvent des entreprises familiales, donc comme j'ai dit tout à l'heure, avec quand même des préoccupations de transmission, ou qui ont souvent fait aussi un parcours de la CEC, ou qui sont membres de la communauté du Coq Vert, donc qui sont volontaires, des dirigeants qui sont plutôt volontaires. On a des ETI où on a un responsable RSE qui est un peu seul et qui a du mal à embarquer la direction dans le projet. On a des ETI où il y a en fait une personne en charge de la RSE mais qui n'a ni moyens, ni écoute, qui n'est pas invité au CODIR, et à qui on a confié, dans l'entreprise la CSRD, le projet de la CSRD à un autre service, donc en fait qui ne connaît pas du tout le sujet. Donc c'est parfait, on part de très loin, mais c'est la réalité. Il y a des entreprises qui vivent ça aujourd'hui, enfin des responsables RSE qui vivent ça aujourd'hui. On a aussi des PME qui deviennent ETI par hypercroissance. Les exemples, ils passent de 180 à 515 là, l'exercice, à la fin de l'exercice. Là, on part d'une feuille blanche, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune question sur la RSE, pas de bilan carbone, personne dans l'entreprise pour porter le sujet. Donc là, voilà, c'est-à-dire qu'il faut les aider, quoi. Des PME qui deviennent ETI par croissance externe et avec des effectifs consolidés, ils passent de 200 à 800 en une année. Donc là, il y a un responsable RSE, mais en fait, ce n'est pas du tout la même organisation, la même structuration. Donc c'est un vrai défi là aussi. Puis des PME non soumises qui commencent à s'intéresser au sujet parce que elles ont conscience qu'elles polluent ou qu'elles ont une hyperdépendance à certaines ressources ou effectivement qu'elles veulent en tirer un avantage concurrentiel quel qu'il soit. Donc les grands sujets, là, si je fais les grands thèmes, c'est la compréhension du sujet pour les dirigeants et les responsables RSE, c'est-à-dire les entreprises n'imaginaient pas que la CSRD couvrait un tel périmètre, et ça réinterroge vachement sur en fait qu'est-ce que la RSE. Donc pour ceux qui auraient fait de la RSE sans se palucher l'ISO 26000, ils arrivent et ils se disent la RSE c'est un peu de philanthropie et un peu
un outil de com, quoi. C'est-à-dire on va dire des choses sur des trucs qu'on ne fait pas. Bon, voilà. C'est beaucoup la réalité aujourd'hui. La deuxième chose, c'est par quoi on commence, c'est-à-dire que les responsables RSE, une nouvelle fois, se sont paluchés la CSRD, le texte, la directive, 478 pages, il me semble, enfin je ne sais plus. Pardon ? Ok, moi, je ne l'ai pas lu. Faut aller plus vite ? Ok. Et donc là, ils se disent, très bien, j'ai suivi des webinaires, etc., je vais à des confs. Alors, finalement, je suis un peu perdu dans l'ensemble de ce que j'ai appris et comment je m'organise. Ensuite, c'est qui va piloter et qui va contribuer au projet dans l'entreprise ou dans la chaîne de valeur. Identifier ses parties prenantes, qui va dans ma chaîne de valeur participer à la réflexion et à la collecte de données, enfin d'informations. Et là, la question se pose, c'est est-ce que ces parties prenantes vont vouloir répondre à mes questions, vont vouloir me fournir des informations. Je prends l'exemple de Microsoft, par exemple. J'ai plusieurs exemples d'éditeurs logiciels qui se disent, mais en fait, est-ce que Microsoft va daigner répondre à une petite ETI lyonnaise qui lui demande des informations pour nourrir son rapport de durabilité? On peut poser la question. Si vous avez la réponse, je serais ravi de l'avoir pour la communiquer à ces entreprises. Voilà. Et comment on relève les défis? On sensibilise avant même de commencer le projet, au moment du lancement de projet. C'est de la sensibilisation, de la formation pour les dirigeants, parce que leur rôle est stratégique. C'est eux qui vont valider le temps qu'on va devoir accorder, qu'en interne, l'équipe va devoir accorder. Voilà, je pense que si je vais... On pourrait en parler pendant des heures. Le premier défi, moi je trouve le premier défi, c'est d'arriver à convaincre la tête. Puisque dans la CSRD, le reporting extra-financier de durabilité, la gouvernance, elle est au cœur du réacteur. Et si on n'arrive pas à convaincre la tête de partir, c'est ça en fait le plus difficile. Le plus difficile, c'est embarquer la gouvernance dans le projet. C'était pas au bon vouloir des entreprises, c'était pas structuré, normé, mais c'était pas au bon vouloir des entreprises, c'est déjà une contrainte. Non, alors justement, il y a ça aussi dans les défis, c'est essayer de faire comprendre que la CSRD, les ESRS, qui sont les normes de la CSRD, en fait, imposent des obligations en matière de transparence, mais elles ne prescrivent aucune obligation en matière de comportement. Et c'est ça qu'il faut arriver à faire comprendre, en fait. Il y a un cadre structuré, il y a effectivement des thématiques, il y a des nouvelles notions, les notions qu'évoquait Stéphane, mais il n'y a pas d'obligation de rentrer dans une case. Tout se joue sur des trajectoires. C'est un projet itératif, donc en fait, ça va se faire dans le temps. Tout le monde découvre le sujet, donc même nous qui accompagnons, on découvre. Donc ça se fait ensemble, donc on construit quelque chose. Donc, on avance tous ensemble. Donc en fait, il y aura une certaine indulgence, on va dire, peut-être sur les 2 premières années. Après, il va falloir quand même monter un petit peu et montrer qu'on est capable d'investir, d'orienter des investissements, etc. Donc, effectivement, oui. Du coup, sa mise en œuvre, finalement, est étalée sur un certain nombre d'années, que ce soit par rapport à la taille de la structure ou que ce soit même par rapport à la complétude de ces documents. Donc, il y a une planification de sa mise en œuvre qui est prévue au sein de la norme même et de la réglementation même. Est-ce que du coup, dans les entreprises que vous côtoyez, cette planification est comprise? Comment est-ce qu'elle est mise en œuvre? Est-ce que c'est des plans d'action à 5 ans? Est-ce qu'il y a une gouvernance qui est mise en œuvre par rapport à tout ça? Elle est comprise, oui, elle est comprise, mais est-ce qu'ils ont vraiment envie de partir? Ça, c'est une autre question. Non, c'est ce que je dis, c'est que ça fait déjà des mois et des mois, même si les textes datent que de décembre, mais bon, il y avait une directive qui datait de plus d'1 an. La problématique, c'est de pouvoir embarquer la tête. Donc, c'est de convaincre les dirigeants que ça doit rentrer dans la planification stratégique de l'entreprise. Donc, grosso modo, si la gouvernance n'est pas convaincue de cet exercice, c'est mort. Donc il faut arriver à anticiper, leur faire comprendre qu'il faut anticiper la transformation, les mutations, qu'il faut que ça diminuera les risques, que ça permettra d'augmenter les performances futures. En fait, moi, ce que je fais pour essayer de les convaincre, je ne dis pas que j'y arrive, certains oui, d'autres non. Mais je leur pose des questions, et des questions du style, est-ce que vous êtes convaincus, par exemple, le changement climatique est là? Est-ce que vous faites face à un marché RH qui est tendu avec une offre et une demande qui est pas en adéquation? Est-ce que vous êtes
constamment sollicité par vos parties prenantes sur des labellisations, des remplissages de questionnaires, des contraintes qui, évidemment, parce qu'on voit bien, tout ça, ça va par capillarité, ça retombe aussi sur les petites entreprises. Et si j'ai un dirigeant qui me répond oui, au moins à une question, je lui dis, voilà, donc il va bien falloir intégrer ça dans votre planification stratégique. Mais c'est compliqué, c'est compliqué. Et puis surtout, ça veut dire qu'il faut anticiper les montées en compétences, parce qu'on s'aperçoit que dans les entreprises, aujourd'hui, parfois il y a un responsable RSE, mais pas toujours. Il y a quelques personnes qui ont des appétences pour le sujet, mais on s'aperçoit quand même que globalement, les gens sont assez peu formés à cette thématique. Et donc, il faut pouvoir programmer des montées en compétences à la fois des directions, et puis, quand j'ai direction, c'est aussi direction opérationnelle et direction support. Mais ça se fait. Difficilement, mais ça se fait. Après, effectivement, sur la mobilisation en interne, il y a quand même, entre ce qu'on nous dit, ce qu'on nous montre sur effectivement aujourd'hui comment les grands groupes sont déjà en phase d'audit pratiquement, de pré-audit. Il y a quand même un gouffre entre les moyens mobilisables pour des ETI qui sont la majorité des entreprises aujourd'hui qui vont être soumises et les grandes entreprises. Et on le voit, comme le disait Nathalie, les responsables RSE sont souvent seuls. Et le temps que peuvent allouer ceux qui vont contribuer, c'est-à-dire les DAF, les DRH, direction des achats, direction opérationnelle, etc. En fait, ils sont déjà sur d'autres projets. La CSRD, ce n'est pas le seul sujet à adresser aujourd'hui. Il y en a une multitude. On voit la question des changements des ERP qui mobilisent sur 6 mois les mêmes personnes qu'on veut mobiliser sur la CSRD. Et le dirigeant se dit, mais en fait, à quel moment mes équipes bossent à quel moment ils sont productifs, quoi. Parce que pour lui, il regarde ça aussi. Donc en fait, il faut effectivement, dans notre approche, il faut qu'on ait suffisamment d'arguments pertinents pour faire basculer le dirigeant dans le fait qu'il peut saisir des opportunités de marché. On en revient à la première question, mais bon, c'est dans la continuité. Finalement, qu'est-ce qu'on cherche ? Voire même avoir un modèle économique qui est en danger s'il ne réfléchit pas vraiment au risque de durabilité. En fait, ouais, c'est ça. La CSRD, elle pose des questions très profondes qu'en interne, ils ne se posent pas forcément. Donc c'est pour ça qu'en règle générale, les entreprises se font accompagner. Et en fait, ces questions, quand même, elles interrogent le business model, quoi. Et donc aujourd'hui, ça gratte. Pour certains, c'est quand même une remise en question de ce qu'ils ont fondé, de leur fondement. Donc effectivement, il ne faut pas arriver en disant c'est obligatoire, si vous ne le faites pas, vous allez vous faire... Après, il y a toujours aussi la question, et là, ils se tirent la bourre entre eux quand même. Je pense que ça va être ça va être pratiquement naturel, c'est-à-dire que ceux qui ne vont rien faire ou qui le font très mal par manque de moyens ou par mauvaise volonté, ils ont le risque de la réputation. C'est-à-dire que si on ne fait pas le minimum de ce qui est attendu là, c'est même pas une question réglementaire, c'est une question de réputation de l'entreprise, tout simplement. Ouais, mais même une question de survie, parce que à partir du moment où les grands groupes et puis maintenant les petits groupes, avec les seuils qu'on évoquait tout à l'heure, vont être concernés par la CSRD, et comme ils doivent interroger leurs parties prenantes dans toute leur chaîne de valeur, forcément, on est toujours partie prenante de quelqu'un. Donc, on sera amené à répondre à des attentes de groupes qui doivent élaborer ce reporting CSRD. Donc, de facto, on va tous être plus ou moins concernés par cette réglementation, à des niveaux différents, bien sûr. Donc, on entendait souvent parler de ce fameux triangle de l'inaction, le gouvernement, les entreprises, les individus. Est-ce que finalement, cette norme, en remettant à la fois le social, à la fois l'environnement au cœur des préoccupations des entreprises, elle n'est pas là pour changer un peu ce paradigme, mais se dire que les entreprises avaient la volonté de le faire, mais les réglementations ne le leur permettaient peut-être pas. Les individus dans les entreprises sont convaincus ou pas, en tout cas les personnes qui sont devant moi, je pense, le sont, que c'est des sujets qui peuvent être traités au niveau de leur organisation. Est-ce qu'on n'est pas en train de se diriger finalement vers un triangle de l'action ? Et est-ce que la CSRD n'est pas un vecteur en fait de la mise en action des entreprises et des individus ? Ce que je comprends, c'est que c'est un périmètre qui est très large, qui va toucher à toutes les activités des entreprises, à toutes les directions des entreprises, que du coup, c'est beaucoup de données qui sont également utilisées. On peut s'y perdre, on peut avoir peur certainement un petit peu de mettre le doigt dedans, alors que quand on y réfléchit, la RSE finalement,
il y a des années, on appelait ça du bon sens. Comment est-ce que aujourd'hui on peut identifier des indicateurs pertinents, peut-être peu d'indicateurs, pour du coup engager la démarche et se rendre compte que finalement la mettre en œuvre, bah, c'est pas si effrayant et ça a un vrai intérêt pour la résilience, se transformer ou de façon beaucoup plus pragmatique pouvoir répondre à un appel d'offres demain qui nous demande de nous positionner sur les sujets environnementaux. De ce que j'en vois des remontées des entreprises qu'on accompagne ou de notre écosystème, c'est que ces indicateurs de performance, c'est plutôt des indicateurs hyper challengeants aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est la grande nouveauté. On leur demande de s'intéresser à la gestion de l'eau, à la biodiversité. Et je prends l'exemple d'un groupe industriel qui est dans la construction d'engins de levage, et donc qui finalise aujourd'hui son rapport de durabilité et qui doit faire connaissance avec la biodiversité. Et alors j'ai noté, parce que je ne me rappelle pas jusqu'au bout, mais et ils doivent mesurer la sensibilité écologique réglementaire de leurs installations pour connaître la présence de zones protégées dans un rayon de 5 km de leur entreprise, de leur site. Et en fonction des résultats et selon s'il y a la présence de zones protégées, il y aura d'autres indicateurs à regarder, notamment, j'ai noté un taux de surface perméable et le coefficient biotope de surface, qui est je donne la définition, qui est la proportion entre les surfaces favorables à la nature et la surface totale des sites. Alors le DG qui m'a partagé ça, il m'a dit OK, on est tout à fait conscient qu'effectivement on a un impact sur la biodiversité, mais là c'est un challenge qui est quand même c'est quelque chose de très nouveau et finalement de qui va-t-il falloir s'entourer pour traiter ce sujet. Donc en fait effectivement il faut aller chercher de nouvelles compétences et des experts de la biodiversité pour les accompagner, pour mettre en place un indicateur qui réponde aux exigences de la norme. Et alors là, je ne parle même pas des auditeurs derrière. Ne parle pas des auditeurs, ils se débrouillent très bien, les auditeurs. Non, mais c'est vrai, il y a des indicateurs qui sont compliqués à appréhender dans des organisations qui n'avaient pas l'habitude de les calculer. Après, il y a aussi des indicateurs qui sont des indicateurs qu'on manie depuis des décennies, parce qu'il ne faut pas oublier que dans le RSE ou ESG, on l'appelle comme on veut, il y a quand même l'ES c'est social. Donc toutes les données sociales, elles sont déjà maniées depuis un certain nombre d'années, elles sont déjà restituées à des CSE, à tout un tas de parties prenantes. Donc il y a des indicateurs nouveaux qui sont difficiles à appréhender et à mettre en musique, mais il y a aussi d'autres indicateurs qu'on peut facilement appréhender. Et il ne faudra pas... il y a une liste de 1178 points de données. Là, tu fais peur à tout le monde. Non, mais justement, tout le monde... on voit Pardon ? Points de données qui vont permettre en fait de construire ces indicateurs. Oui, mais il y a 1178 points de données, mais vous devez, il faut déterminer, avec la matérialité, il faut déterminer ce qui est matériel. Donc, quand vous regardez toutes les normes, les ESRS, il y en a certaines qui peut-être vous concerneront pas. Moi, tout ce qui touche aux ressources marines, je suis cabinet de conseil, ça ne me concerne pas. Donc déjà là, vous avez éliminé tout un tas de points de données. Donc, on en a plus de 1000 au départ, mais à l'arrivée, il vous en restera nettement moins que 1000. Et en fait, dans l'hypermédiatisation qui a été faite de la CSRD depuis à peu près un an, on a un peu fait peur à pas mal d'entreprises en pointant ces chiffres qui sont absolument pas tous à prendre en considération. Effectivement, on a plutôt une moyenne, je vais m'avancer, mais sur certaines entreprises à 200 indicateurs au complet. Non, mais c'est bien. Moi, je trouve ça très enthousiasmant comme projet. C'est un vrai projet d'entreprise. Ah oui, il y a du financier, de l'extra-financier. Qualitatif, tout à fait. Du coup, on part de ces enjeux, on analyse ces risques, on regarde finalement où est-ce qu'on a de l'impact, où est-ce que notre activité a de l'impact, à la fois socialement, à la fois sur l'environnement. On en identifie du coup des points clés qui vont être ces fameuses ESRS, ces fameux data points sur lesquels, si notre activité n'a pas d'impact direct ou suffisamment matériel dessus, on va faire l'impasse dessus. Ça ne sert à rien de s'intéresser à quelque chose sur lequel on ne va pas avoir finalement d'impact. Et ensuite, mise en place de cette planification
pour avoir un certain nombre de questions, d'indicateurs, avec d'autres, enfin certains qui sont plus pertinents que d'autres, et à prioriser par rapport à certains. On le disait au début, c'est d'abord une planification. Et donc du coup, il va falloir se prioriser finalement sur les sujets qui nous semblent être les plus cohérents et pertinents. C'est beaucoup de changements. C'est beaucoup de changements pour tous les secteurs d'activité. Vous-même, du coup, dans vos entreprises respectives, vous avez dû, avant les autres, comprendre cette norme, la décortiquer. Qu'est-ce que ça a changé dans votre entreprise, dans finalement aussi votre capacité à pouvoir accompagner vos clients? Est-ce que ça a transformé vos offres, transformé votre entreprise? Ça a forcément transformé nos offres parce que, moi, je prends le cabinet Exponence, donc, qui est un groupe de conseil financier. Il y a encore quelques années, l'offre RSE n'existait pas. Mais néanmoins, quand on dit conseil financier, ça veut dire aussi conseil au sens large. Donc, il est vrai qu'on a toujours à cœur d'accompagner nos clients dans tous leurs besoins. Et à force d'entendre parler de ces thématiques, à force de les voir revenir vers nous en nous disant mais comment je fais, voilà, moi je pense à un client qui est dans le marketing digital et qui travaille qu'avec des grands comptes, et il reçoit des tas de questionnaires tout le temps, et des questionnaires qui sont différents mais toujours avec ces mêmes thématiques environnementales. Il y a un petit peu de gouvernance, conduite des affaires, et puis il y a du social, et il faut répondre à tous ces questionnaires. Donc en fait, naturellement, ce client, il vient vers nous pour dire mais comment on peut essayer de faire pour structurer tout ça. Et c'est vrai que la CSRD, ça apporte cette démarche structurée, c'est rassurant, et puis il se dit il enverra ça vers ses partenaires. Donc tout ça pour dire que oui, Exponence, puisque je vais parler de mon cas, on a décidé d'élaborer une offre. Et quand je parle d'une offre, c'est pas uniquement la CSRD, parce que ça c'est un pan de la RSE. La RSE, c'est aussi accompagner notamment tout le petit tissu économique qui fait vivre notre environnement économique, les petites PME qui ont besoin de faire des bilans carbone. Et c'est pour ça qu'on a, au départ, nous, bilan carbone, on ne savait pas faire. Maintenant, on sait un peu mieux faire, et on se fait accompagner. On a décidé de nouer des partenariats avec des sachants. Donc, on a noué un partenariat notamment sur le bilan carbone pour avoir accès à une plateforme de gestion des données. Parce que c'est important, on n'a pas parlé de la structuration de la donnée. Donc, de gestion des données avec Impact. On a noué des partenariats aussi avec des consultants qui avaient une connaissance plus fine que nous sur la stratégie RSE, parce qu'accompagnaient déjà des grands comptes auparavant sur le sujet. Donc, en tout cas, chez Exponence, on n'a pas peur de se dire qu'on a noué des partenariats avec d'autres pour pouvoir marier les équipes et pour pouvoir nous enrichir déjà mutuellement, pour pouvoir nous monter en compétences et pour pouvoir enrichir le client des savoirs de tous. Merci. Moi, dans mon parcours, j'ai rejoint un groupe comme Hendrix, et historiquement un cabinet d'experts comptables, parce que j'étais convaincu que l'expert comptable, il a un rôle privilégié auprès du dirigeant. Il a cette capacité, puisqu'il a une vision globale de l'entreprise, de diriger finalement ses décisions stratégiques. Et aujourd'hui, effectivement, la CSRD, c'est la prochaine boussole de l'entreprise. Donc, l'expert comptable, dans l'évolution du conseil qu'il va apporter, et aussi par l'évolution de son métier, doit développer finalement ce conseil-là, doit se former aussi, doit être capable d'apporter les bonnes décisions, les bonnes orientations. Nous, en fait, c'est pareil. Comme Exponence, on a développé cette offre. Évidemment, on a mis en place une méthode en réunissant une équipe plutôt pluridisciplinaire, où on s'est dit qu'effectivement, vu les enjeux et le périmètre que couvrait la CSRD, il fallait à la fois des profils scientifiques, des techniciens, des auditeurs, parce que finalement, je trouve que un des binômes pour accompagner les entreprises dans la mise en œuvre du rapport de durabilité, c'est l'auditeur et le consultant RSE. Et l'auditeur, parce qu'il a cette compétence pour consolider les données, et il a cette vision de ce qui est attendu par l'auditeur lors de la vérification du rapport.
je trouve que ça fait gagner beaucoup de temps et ça fait poser des questions pertinentes et intéressantes dès le départ, quoi. Voilà. En fait, c'est vrai que les groupes de conseils financiers, d'expertise comptable, d'audit, se sont sentis légitimes très tôt à accompagner les entreprises dans leur offre, dans cette offre-là, parce que si on pense à la CSRD, c'est ni plus ni moins qu'un diagnostic de maturité RSE, c'est identifier des indicateurs pertinents, puis après les évaluer. C'est de la gestion de données, de la structuration de données. On fait ça depuis des décennies. Donc, sauf que la thématique, elle est un petit peu nouvelle dans sa structuration, mais néanmoins, voilà, la structuration de données, on fait ça depuis des décennies. Et c'est vrai tout à l'heure, on l'a un peu effleuré, mais il ne faut pas négliger la structuration de la donnée parce que, en fait, quand on parle des 1000 points de données qui vont effectivement se réduire, mais néanmoins, il restera quand même quelques indicateurs à la fin. Il faut pouvoir la collecter, la donnée, il faut pouvoir la structurer, il faut pouvoir la restituer dans ce rapport. Et c'est à cette occasion qu'on fait beaucoup de benchmarks des outils qui existent actuellement sur le marché, qui sont pour certains encore au niveau du balbutiement. Mais néanmoins, voilà, c'est aussi cette expertise qu'on peut apporter à nos clients. Oui, il y avait une question. En fait, il y a un sujet dans la CSRD, on le voit, le périmètre est extrêmement large. Donc à la fois le périmètre organisationnel, parce que ça va couvrir l'ensemble des activités d'une organisation, mais également le périmètre en termes de personnes qui vont devoir aller participer à ce sujet-là, et donc en termes d'outils qui sont sous-jacents à la collecte de cette donnée-là. Donc il y a un vrai sujet de savoir finalement quelle est la bonne donnée, où est-ce qu'elle est, qui en est responsable, est-ce qu'elle est disponible de façon structurée ou de façon non structurée, et finalement il y a une sorte de cartographie de toute cette donnée-là qui doit être faite et qui permet ensuite d'être consolidée depuis les outils dans un autre outil, d'être reportée, d'être remise en cohérence, d'être analysée pour simplifier le travail de collecte et d'analyse à la fois des entreprises, à la fois des personnes qui peuvent les accompagner. Et c'est vraiment un des gros enjeux, parce qu'on le voit, c'est quelque chose qui peut paraître complexe, qui peut paraître lourd à mettre en œuvre, et qui l'est certainement, en tout cas les premières années. C'est pour ça qu'il y a une planification qui est prévue là-dessus. Mais c'est comment on se simplifie cette tâche-là, comment on réfléchit dès le début à sa structuration. Qui est la bonne personne? Quelle est la bonne donnée? Où est-ce que je la récupère? Quand? Comment? Donc il y a un vrai enjeu tech derrière tout ça dans la gouvernance de cette donnée. Et c'est mettre aussi un cadre, parce que comme tout à l'heure on parlait de la gouvernance, il faut que la gouvernance puisse suivre les process justement d'élaboration de ce reporting financier. La gouvernance va se mettre aussi des objectifs, ça changera aussi sûrement des modes de rémunération, mais donc il y a des processus de contrôles internes qui vont devoir intégrer les enjeux de durabilité matérielle, et donc ça va forcément modifier, et il faut assurer le suivi. Donc qui dit assurer le suivi dit structuration de la donnée, sinon c'est compliqué. Mais en fait, alors c'est siloté et c'est embryonnaire. Donc, parce qu'on avance tous en même temps, hein, donc voilà, c'est siloté embryonnaire. Néanmoins, il y a quand même des éditeurs qui commencent à se dire que ce serait bien, à partir du moment où certaines données vont alimenter à la fois la CSR, enfin le reporting CSRD, à la fois le bilan carbone, à la fois le diagnostic truc-muche, etc., de se dire qu'on va tout mettre dans le même outil. Mais bon, voilà, on avance tous ensemble au rythme qu'on peut. Hein. C'est une réglementation qui est quand même très récente. Je vais parler d'une entreprise que je connais un petit peu. Du coup, Impact, où je vois qu'il y a une partie d'ailleurs des collaborateurs qui ont développé un module CSRD qui sort en avant-première aujourd'hui pour couvrir l'ensemble de ces sujets-là. Et aujourd'hui, on l'appelle le module CSRD, mais finalement, c'est un module ESG, c'est un module RSE. Parce que le sous-jacent réglementaire et méthodologique, finalement, de la CSRD, il est réapplicable dans n'importe quelle méthodologie. L'idée est de se dire comment est-ce que j'ai un endroit qui va permettre d'agréger l'ensemble des données
Et c'est souvent des données qui sont disponibles ailleurs. Pardon, je le disais, structurées, non structurées. Il y a beaucoup de choses dans le SRS 2, qui est celle qui vient définir un petit peu quelle est la structuration de l'entreprise, qui va être présente dans des organigrammes, qui va être présente dans des politiques, qui va être présente dans potentiellement des procédures. C'est-à-dire cette donnée, elle est structurée dans un document, donc par défaut non structuré, mais peut-être qu'on peut venir lire ces documents, les comprendre de façon logicielle, logique, les intégrer du coup dans les ESRS. Il y a tout un tas de données qui vont être issues. Globalement, hein, il y a les ESRS, donc 1, c'est juste une présentation de ce que c'est, le 2, c'est la description de l'organisation, et là il y a vraiment du travail. Ensuite, il y a les environnementales, il y en a plusieurs, sociales et gouvernance. Il y a un gros travail sur l'environnement et un gros travail sur la E1, qui est du coup le climat. Donc avoir une solution qui permet de faire le bilan carbone relié à la CSRD, bah déjà, quand on a fait l'exercice une fois, bah on n'a pas à le faire 2 fois. Il va être automatiquement renseigné dans les sujets de CSRD. Il y a un certain nombre d'indicateurs qui vont être dans des SIRH. Donc du coup, comment est-ce que c'est des données qui sont structurées? Donc comment est-ce qu'on crée des ponts entre 2 logiciels pour que du coup un logiciel qui permet de gérer les RH finalement soit connecté avec un autre soft qui lui va permettre de venir le retraduire en indicateur pertinent de pilotage de ces sujets sociaux. Il y a plusieurs logiciels certainement qui existent sur le marché. Il y en a un qui est en présentation en bas au rez-de-chaussée. C'est celui qui est développé par Impact. Je vous invite à venir discuter avec nos équipes à ce sujet-là. Et il y avait une question plus loin. Oui. Extérieur. Merci. Non, mais c'est vrai, vous avez tout à fait raison. C'est le moment de se poser, de structurer en fait tous ces débats, parce que souvent on s'aperçoit quand on commence à discuter CSRD avec les clients, c'est qu'il y a déjà des tas de démarches RSE qui sont disparates dans les groupes, mais qui ne sont pas. Il n'y a pas d'ossature commune, elles ne sont pas structurées, il n'y a pas de communication interne ni même à l'externe. En externe, donc c'est aussi l'occasion de pouvoir structurer des informations. Oui. Alors, en fait, les rapports CSRD vont être contrôlés par des auditeurs, soit des commissaires aux comptes, soit ce qu'on appelle des OTI, organismes tiers indépendants, qui seront accrédités. Et il faut savoir que les commissaires aux comptes en France ont l'obligation, pour pouvoir viser ces reporting durabilité, de suivre un cursus de formation de 90 heures. Alors, le cran du dessus, la H2A, la Haute Autorité de l'Audit, qui est anciennement le H3C. Donc, il y a une autorité de supervision qui contrôlera à la fois les commissaires aux comptes durabilité et les OTI durabilité. Et c'est cet organisme-là qui contrôlera la manière dont les missions ont été effectuées. Donc oui, tout a été prévu. Il nous reste 1 minute au chronomètre. J'avais une question juste ici de monsieur. À la CSRD, à partir de quel moment, en termes de temporalité, elles sont convaincues?
vous avez remarqué des patrons qui n'étaient pas forcément convaincus au départ et qui, en faisant confiance à la démarche, parfois obligatoire, ont été convaincus? Et si vous avez des exemples, des bons exemples de j'arrive en gros, c'est très conseil audit, et ensuite je vire stratégique. En fait, la problématique au départ, c'est que souvent les dirigeants vivent ça comme une contrainte réglementaire supplémentaire. Donc ils subissent. Et en fait, moi, ce que j'aime bien faire lors de mes premiers rendez-vous, que ce soit auprès de clients que je traite déjà ou auprès de prospects, je prends toujours 1 heure ou 2 heures avant pour déjà faire une chaîne de valeur, de faire tout le cycle de production du produit ou du service avec les parties prenantes et puis avec les impacts négatifs, positifs et les impacts négatifs. Et là, ça permet de concrétiser le propos. Et je ne dis pas que je fais basculer à 100%. Hein, non, c'est pas vrai, c'est pas le cas. Mais néanmoins, ça permet aux dirigeants de mieux comprendre, parce qu'en fait, la problématique, c'est qu'il faut dédiaboliser le truc, hein, parce que les dirigeants... au départ, ne savent pas du tout ce qu'on peut mettre dans ce truc. Donc, il faut dédiaboliser, parler de progressivité, de trajectoire, voilà. On arrive à la fin du temps. Peut-être une dernière question. Et de toute façon, si vous souhaitez continuer la discussion, Nathalie et Stéphane sont présents au rez-de-chaussée jusqu'à la fin de la journée. Moi-même également. Je crois que c'est le rez-de-chaussée. Non, ben, à la salle du buffet, voilà. Alors, aujourd'hui, sur la version qui est disponible, on n'a pas encore on va dire, d'automatisme sur ces sujets-là. C'est par contre des choses qu'on est en train de travailler, où on se dit qu'il va y avoir des possibilités, grâce à une cartographie, de faire des propositions, mais il y a aussi des possibilités où, en fonction de... par exemple, chez Impact, on fait à la fois les bilans carbone et la CSRD. Dans les bilans carbone, il y a la mesure, certes, donc pour des indicateurs, des métriques, c'est assez simple, mais il y a aussi un module de trajectoire et plan d'action où en fait on va définir quels sont nos objectifs, on va mettre en face les projets que l'on souhaite mettre en œuvre et on les suit et on les pilote pour savoir où est-ce qu'on en est. Donc cette donnée, elle est là, elle est présente, on doit pouvoir la ressortir, on doit pouvoir l'exploiter, on doit pouvoir la réintégrer. Aujourd'hui, j'en dis pas beaucoup plus sur le sujet, mais il y a des mécaniques en tout cas qui permettent d'aller capter cette donnée-là et de la retranscrire évidemment dans les bonnes cases. Merci beaucoup à toutes et tous. Merci.